Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le petit jeu qui a été mené, ça a été tout le temps de compresser les salaires, baisser les impôts. Macron est au pouvoir depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas eu de réindustrialisation. Les États-Unis, eux, ils n'hésitent pas à subventionner des filières, à choisir des gagnants, à se protéger. La Chine, pareil. Nous, on ne veut pas se protéger. On ne veut pas subventionner des industries. C'est pas possible, ça. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas, pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Ça fait déjà plus de 3 mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'infos indépendante et engagée en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 € par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas. Bonjour Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, les profits encore une fois record de Total et la France qui est en déficit commercial. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est parti. Profit record pour Total Energy en 2023. Vous avez déjà peut-être entendu ce lancement, c'est parce que ça fait maintenant quelques années que Total excelle dans ses bénéfices chaque année. Et pour l'année qui vient de s'écouler, le géant pétrolier français enregistre 19,8 milliards d'euros de bénéfices en hausse de 4% par rapport à 2022. Les premiers heureux en seront les actionnaires de la compagnie qui s'étaient déjà partagé près de 10 milliards de dollars pour 2022 et devraient encore être gâtés avec une dividende en hausse de 7,1% au titre de 2023, écrit Libération. Alors pour éviter le retour du débat sur les super profits et Total au milieu des projecteurs, le groupe a tout de suite avancé ses arguments. Il explique ces résultats par 2 piliers stratégiques, la production d'hydrocarbures responsables, notamment en baissant leurs émissions, et l'investissement croissant dans les énergies bas carbone, particulièrement par l'électricité, je cite. D'autres arguments sont avancés, les voici. Partage de la valeur avec ses 35 000 salariés français, plus de 6 milliards d'euros investis par le groupe en France depuis 2020, la moitié de cette somme ayant été pour la transition énergétique dans le pays, donc éolien, solaire, bornes de recharge pour la voiture électrique par exemple. Le paiement de 320 millions d'euros d'impôts en France, donc impôts sur les bénéfices et taxes de solidarité sur l'électricité. Et Total met même en avant des contributions sociales de l'entreprise comme le plafonnement des prix diesel et essence à 1,99 € le litre, ou encore la prime jusqu'à 100 €, ou alors encore son don de 5 millions d'euros au Resto du Cœur. Thomas, comment c'est possible de réaliser de tels scores année sur année? En fait, les bénéfices de Total dépendent pour beaucoup des prix du pétrole. Quand les prix du pétrole sont élevés, Total va faire des forts bénéfices. C'était le cas par exemple en 2008 où il y avait eu un premier bénéfice record après la hausse très forte des prix du pétrole. Ça a été le cas cette année, ça a été le cas l'année dernière. Donc Total en fait bénéficie d'effets prix liés à l'augmentation des prix des hydrocarbures, mais en premier lieu du pétrole. Donc chaque fois que le prix du pétrole va être au-dessus de la moyenne de l'année précédente, les bénéfices de Total vont augmenter fortement. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que le pétrole est responsable du réchauffement climatique et que nous ne pourrons pas consommer entièrement ce pétrole et que donc Total fait des bénéfices sur quelque chose qui est moins acceptable qu'à une certaine époque. Est-ce que toi, tu comprends les indignations partagées, par exemple au niveau environnemental, comment une entreprise qui pollue autant peut être à ce point récompensée, par exemple, ou social, les gens ne sont pas contre la richesse, mais plutôt contre sa répartition, et là on le voit là avec tous les soucis qu'on peut rencontrer, on parle des bas salaires ou des choses comme ça, ou encore il y a des soucis aussi au niveau environnemental et social, comme les projets en Ouganda ou en Tanzanie qui ont fait beaucoup parler. Est-ce que tu comprends l'indignation par rapport à tout ça? Je pense que la première des choses qu'il faut dire, Total n'est pas seul, c'est une réalité. Vous avez dans les pays riches qui sont majoritairement responsables du réchauffement climatique, vous avez Exxon, vous avez BP, vous avez Agip, il y a plein de Shell, il y a plein de grosses compagnies pétrolières qui elles aussi font des bénéfices parfois même supérieurs à ce Total. Et Exxon, je pense qu'ils sont au-dessus de Total. Et pourquoi il y a une indignation collective? Parce qu'elle n'est pas qu'en France, elle est aussi dans les autres pays. Tous ceux qui luttent contre le réchauffement climatique, les ONG ou les jeunes qui manifestent, ou même des scientifiques, ils sont assez atterrés par ces bénéfices parce qu'ils se disent que, en fait, on se fait de l'argent sur un produit qui porte atteinte au réchauffement climatique, sans qu'il y ait de réflexion sur ce que nous allons pouvoir consommer. Il faut vraiment avoir les idées au clair. C'est-à-dire qu'en France, nous consommons 1,6 million de barils par jour et nous ne produisons pas de pétrole.
les agriculteurs, les automobilistes, ceux qui habitent loin, en province ou en banlieue, loin des centres-villes, utilisent leur voiture. Et ils ont besoin d'avoir des carburants qui est issus du pétrole. Donc, nous avons cette réalité qui est là. Et Total, non, à la base, qui était aussi Elf, une société publique, était le bras armé pour trouver ce pétrole et le ramener en France. Sur cette partie-là, on peut dire, à la France d'engager une transition énergique, à l'État de faire en sorte que les Français puissent utiliser plus leur transport, aux constructeurs automobiles de faire des voitures qui consomment moins d'essence, ce qui était le cas à l'époque des 2 chevaux et des petites motorisations. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites par l'État, par les constructeurs automobiles. Et après, on peut dire, oui, effectivement, la compagnie pétrolière achemine du pétrole en France, ce qui, pour le coup, là, est une bonne chose. Maintenant, la critique, elle se fait sur plusieurs points. Le premier point, c'est dans quelles conditions ce pétrole est extrait dans les pays africains. La deuxième chose, c'est pourquoi Total, alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas utiliser l'ensemble de ses réserves prouvées, celles qu'il met dans ses actifs, il va aller chercher en Tanzanie ou ailleurs des pétroles non conventionnels qui vont s'ajouter aux réserves et qui, si on prend en compte la contrainte climatique, ne pourront pas être utilisés. Donc là, je comprends cette indignation également. Et puis après, il y a toute la stratégie actionnariale et d'optimisation fiscale. Total a de nombreuses filiales dans les paradis fiscaux qui doit être dénoncée. Donc, ce n'est pas parce que Total a une fonction d'acheminer une partie du pétrole pour la consommation qu'il faut fermer les yeux sur le reste. Son comportement en Afrique, le fait qu'elle va chercher des ressources qui sont climaticides et le fait qu'elle fait de l'optimisation fiscale dans les paradis fiscaux. Tout ça doit être dénoncé. Donc pour toi, les arguments de Total sur son investissement dans la transition écologique, ses impôts, le fait qu'ils disent tant qu'il y aura de la demande à la pompe, on fournira parce que si c'est pas nous, c'est d'autres qui le feront, etc. Pour toi, ça tient pas du coup? Il y a une grosse partie des arguments qui ne tiennent pas. Le fait de dire que si c'est pas nous qui le faisons, d'autres le feront, c'est une réalité. Si demain Total disparaît, on ira acheter du pétrole ailleurs parce que nous avons une dépendance très forte. Qui est due aux politiques économiques qui ont été mises en place, qui est due à nos constructeurs automobiles, qui est due à un tas de choses, au sous-investissement dans les transports publics, ainsi de suite, au fait qu'on a dit aux gens qu'ils pouvaient encore habiter de plus en plus loin parce qu'il y avait l'automobile, enfin, dû vraiment à des raisons politiques. Mais après, sur Total, par exemple sur les impôts, vous savez, Total, pendant de nombreuses années, n'a pas payé d'impôts en France. Pourquoi elle ne paye pas d'impôts? Parce qu'elle distribue son carburant en France et que la distribution et le raffinage gagnent moins d'argent que l'exploration. Mais sur l'exploration, moi j'ai bossé dans un des pays où Total est un opérateur majoritaire, comme par exemple le Congo-Brazzaville, et Total ne payait pas d'impôts. Donc il y a des montages fiscaux, des prix comptables qui font en sorte que finalement on ne paye pas d'impôts là où on explore le pétrole si la fiscalité est trop élevée, on ne le paye pas là où on le distribue, puis finalement on finit par le payer dans les paradis fiscaux là où il n'y a pas de fiscalité. Donc ces prix comptables sont pratiqués par les grandes compagnies pétrolières, y compris par Total, et il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. C'est pas parce que les autres le font qu'on doit dire qu'on l'accepte. Il faut le dénoncer. Donc ça, c'est une première des choses. Et puis après, la partie sur, comme j'ai dit, ces ressources que l'on ajoute qui ne pourront pas être utilisées, sinon elles sont climaticides, on doit le dire. Et il faut absolument aujourd'hui que le gouvernement, mais aussi même que la finance, à un moment s'y mette et fasse la part des choses entre ce qui pourra être utilisé et ce qui ne pourra pas être utilisé. Parce que si on utilise tout, on est dans le déni climatique. Et c'est une nouvelle forme de climato-scepticisme. En quoi l'État est responsable dans cette situation, selon toi, par exemple, le fait qu'il y ait autant de bénéfices, le fait qu'il y a une financiarisation aussi, dans le sens où les bénéfices ne sont pas tous réinvestis, soit dans des projets, soit dans de l'énergie renouvelable, etc., parce qu'ils avancent vachement ça, mais ce n'est pas la totalité du pourcentage. C'est à peine un tiers. Ouais. Voilà, je l'ai dit, que les dividendes avaient augmenté, etc. En quoi l'État est responsable dans cette situation-là? En fait, le business, s'il n'y avait pas d'État, le business comme il est aujourd'hui, fait les incitations, la financiarisation, fait qu'aujourd'hui, le pétrole rapporte encore. Ça rapporte beaucoup. Les prix augmentent et ça rapporte de l'argent. Et c'est le cœur de métier de Total. Dans ces conditions-là, si personne ne l'incite ou même l'oblige à faire sa transition, soit des règles de calcul, un moment de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de l'ancien monde et du nouveau monde dans la financiarisation, des choses comme ça, ou le fait de taxer ce qu'on appelle des profits imprévus, ce qui était la discussion des super profits. Si on ne fait pas un minimum de choses comme ça, rien ne va faire en sorte que Total change, puisqu'elle a le droit d'exploiter du pétrole, le pétrole coûte plus cher, donc ils vont rester là-dedans. Et le but, normalement, c'est de transformer, le but, c'est de décarboner l'économie. On a des objectifs sur la fin des voitures, des moteurs thermiques. Donc le but, c'est de décarboner l'économie. Est-ce que Total doit être un levier pour nous aider à le décarboner? Normalement, oui. Et si c'est le cas, il faut faire en sorte que cette entreprise se transforme.
Alors elle se transforme, mais à petits pas. Et la majorité de son business reste quand même le business des hydrocarbures. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'aujourd'hui, en fait, on fasse des bénéfices sur quelque chose qui va être à terme mauvais pour l'avenir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Total et avec l'ensemble des grosses compagnies pétrolières. Donc il y a un vrai problème d'organisation de l'économie au niveau mondial et de place de l'État et d'incitation pour que la transformation puisse avoir lieu. Sur ce sujet, sur l'économie mondiale, je vous invite à aller regarder un épisode qu'on avait fait sur l'économie avec les pays africains et justement la place des entreprises privées européennes dans l'économie africaine, et ça touchait aussi au pétrole. Donc je vous invite à aller le regarder. Et sur ce que tu dis, je rajouterai une chose. Il est vrai que tant que une compagnie nationale profite autant finalement de la consommation dans le pays, c'est la France, mais aussi de l'exploitation dans des pays africains où les partages de contrats de production sont plutôt défavorables par rapport à d'autres pays, aux pays africains, il n'y a pas vraiment d'incitation économique pour changer. Si on achetait ce pétrole à une entreprise étrangère, comme on a acheté le gaz par exemple à Gazprom, on aurait une défiance qui pourrait probablement accélérer la transition écologique. Si on achetait ce pétrole à une société nationale, des pétroles congolais ou camerounais ou je ne sais quoi, qui seraient en fait en mesure pas seulement de récupérer un chèque, mais d'exploiter, de produire et de distribuer, je pense qu'on ferait beaucoup plus attention. Là, le fait que Total profite sur les deux tableaux, ça oblige... Voilà, les Français ne font pas attention et puis Total fait des milliards et les Africains, eux, perdent une grosse partie de leur rente pétrolière. Le déficit commercial de la France s'est largement aggravé depuis 5 ans, titre Les Échos la semaine dernière. Thomas l'expliquera mieux que moi, mais pour résumer, en somme, c'est la différence entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe, c'est la balance commerciale. Et si on est en déficit, c'est qu'on importe plus qu'on exporte. Et ça peut paraître barbant, mais c'est finalement très important quand on parle désindustrialisation, fermeture d'usines ou encore, c'était fortement dans l'actualité, l'agriculture. En 2023, le déficit commercial en biens de la France est d'un peu moins de 100 milliards et le déficit a reculé de 63 milliards d'euros en lien avec la baisse des prix de l'énergie et le redémarrage des centrales nucléaires. Les Échos écrivent que c'est le plus gros déficit commercial de la zone euro. Thomas, est-ce que tu peux aller plus loin que moi dans l'explication ? Est-ce que c'est grave cette situation ? Alors, ton explication était très bonne. Sur le déficit commercial, voilà, on a la formule, c'est le solde commercial, c'est ce qu'on exporte moins ce qu'on importe. Et beaucoup de gens se disent, voilà, en France, il y a un déficit commercial depuis un certain nombre d'années, c'est très très grave, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En fait, le déficit commercial représentait des situations plus ou moins désirables. Je vous explique ça. Si vous êtes un pays pauvre, très endetté, où 80% de votre population vit avec $1 par jour, mais que vous exportez du pétrole, pour faire un lien avec le premier sujet, vous allez être en excédent commercial. Et pourtant, votre situation n'est pas désirable. Si vous êtes un pays qui a plus de croissance que ses partenaires commerciaux, vous allez être en déficit commercial et pourtant c'est une situation qui est plutôt valable. Donc le déficit ou l'excédent ne veut rien dire. Il faut aller chercher d'où vient ce déficit. Est-ce qu'il implique des industries que nous avons perdues dans des produits stratégiques comme les médicaments, et dans ce cas-là c'est grave, ou est-ce qu'il est dû à une forte croissance, ou est-ce qu'il est dû à une augmentation des prix du pétrole, parce que nous importons majoritairement du pétrole, si le prix augmente, nous sommes plus en déficit. C'est ça qu'il faut aller voir. Et dans le cas de la France, on va dire qu'il y a une forme de gravité, il y a une partie qui est de l'énergie. Bon, c'est une dépendance comme une autre, mais il y a une grosse partie qui est de la désindustrialisation qui, là, est plus problématique. Du coup, pourquoi on a le bonnet d'âne européen ? Mais en fait, le bonnet d'âne européen, pareil, ça ne veut rien dire. Vous savez, par exemple, l'Allemagne est en excédent. Mm-hmm. Elle est en excédent, mais elle est en récession en même temps. Donc, vous voyez, par exemple, si demain, je veux moins importer, qu'est-ce que je fais si je veux moins importer ? Je compresse les salaires. Si je compresse les salaires, les gens consomment moins, j'importe moins. Et donc là, je reviens en excédent. C'est ce que la France a fait dans les années 80. Il a baissé la part des salaires dans la valeur ajoutée, ce qui fait qu'on est passé en excédent dans les années 90. L'Allemagne a été encore plus loin. En 2000, ils ont baissé encore plus ses salaires. Ils sont repassés en excédent. Donc, vous voyez, il y a deux façons d'avoir un excédent. Soit tu exportes plus. D'accord. Alors, est-ce que c'est une volonté pour exporter plus ? Pourquoi ? Mais bon, soit tu exportes plus, ce qui veut dire que tu as des industries compétitives, comme c'est le cas aujourd'hui de l'aéronautique ou du luxe en France. D'accord ? Soit tu importes moins. Et là, ça veut dire que tu compresses la consommation. Le petit jeu qui a été mené dans la zone euro, ça a été tout le temps de compresser les salaires, baisser les impôts, baisser la fiscalité sur les entreprises pour faire en sorte que soit on exporte plus ou que soit on importe moins. Et ça a été une stratégie qui a été plutôt perdante, puisque aujourd'hui, la zone euro est certes un excédent commercial, mais elle a une croissance qui est proche de zéro. Et donc, on ne peut pas dire que la situation soit favorable.
Puis des fois, on exporte dans certains domaines, mais on importe énormément dans d'autres et ça peut créer des problèmes. Moi, je pense à l'agriculture. On dit oui, on exporte beaucoup de vin, on exporte beaucoup de céréales, mais on importe beaucoup de fruits et Tout à légumes. fait. Et ça masque en fait des réalités. Justement, en France, dans quel domaine on pêche un peu et en quoi c'est grave en fait? En fait, la désindustrialisation est un vrai problème en France. Et c'est dû à des politiques qui ont été mises en place et défendues par des gens au pouvoir, par des chefs d'entreprise, par des éditorialistes, même parfois de gauche. Quand on nous a dit qu'il fallait abandonner les industries, qu'il fallait faire une société où il n'y avait que du service, parce que c'est là qu'était la valeur ajoutée, ça a été défendu par tout le monde à un moment. Vous aviez le patron d'Alcatel, numéro 1 sur la fibre optique, donc ce serait intéressant, qui avait dit qu'il voulait une entreprise sans usine. Donc ça, c'était vraiment la volonté de fermer des usines. Et on voit le résultat aujourd'hui. Le résultat, c'est que vous avez énormément d'usines qui ont fermé, et encore depuis 2008, vous avez plus de 900 usines qui ont fermé. Donc c'est quand même très important. On a une forte désindustrialisation. Et sur des domaines parfois très, 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 très importants, comme par exemple le médicament, où on fait face aujourd'hui à des pénuries, on n'est pas capable de produire des médicaments extrêmement simples. Et pendant le Covid, nous l'avons vu, avec la production de masques, etc. Il y avait des choses très simples qu'on n'arrivait plus du tout à produire. Ce qui marque une désindustrialisation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de réindustrialisation, mais on ne met rien dans le mot réindustrialisation. On ne met rien du tout. C'est juste un mot dont on reparle, qui était interdit avant, mais on ne met rien dedans. C'est quoi les solutions pour toi? Parce que les libéraux, Macron vante la réindustrialisation, tu l'as dit, mais les libéraux et néolibéraux vantent énormément la compétitivité plutôt que l'investissement. Ouais. En fait, Macron, il te parle de réindustrialisation, mais c'est quoi son projet? Il n'y a pas de projet. Le seul projet qu'il a, c'est de baisser les impôts. Donc baisse de l'IS, CICE transformé en baisse de charges, baisse des impôts de production, avec cette idée que c'est ça qui va réindustrialiser. Mais il n'y a pas que ça. Les États-Unis, eux, ils n'hésitent pas à subventionner des filières, à choisir des gagnants, à se protéger. La Chine, pareil. Nous, on ne veut pas se protéger. On ne veut pas subventionner des industries. On ne veut pas choisir des gagnants. Donc on se dit, on baisse les impôts, c'est le marché qui choisira. Et force est de constater, c'est que Macron est au pouvoir depuis un certain nombre d'années et qu'il n'y a pas eu de réindustrialisation. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on veut comme filière et en quoi cette filière servira les intérêts de notre pays? Est-ce qu'on doit développer du rail? Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il y ait voilà. Exactement. Est-ce qu'on a besoin par exemple, d'informatique? Dans ce cas-là, il ne faut pas que des entreprises comme Atos ferment, et ainsi de suite. Donc c'est ça le vrai enjeu, c'est de définir un plan industriel, et une fois qu'on a ce plan industriel, de protéger nos industries, de les subventionner en cas de besoin, pour que ça puisse fonctionner. Si vous n'avez pas ce plan, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on a besoin de médicaments? Oui, notre population vieillit. Et il faut le Doliprane pour enfants. C'est important de relocaliser une partie des productions, même si ça ne rapporte pas énormément d'argent. C'est une question de souveraineté. Donc ça, c'est très important d'avoir un plan en tête. Et aujourd'hui, il n'y a pas de plan, en fait, en réalité. C'est la baisse des impôts et le marché décide. J'ai l'impression que c'est le même, pas la baisse des impôts, mais c'est le même mécanisme qui est appliqué à l'agriculture, de laisser des filières de côté, tant pis, et on en vend d'autres. Exactement. Et puis avec cette idée qu'il n'y a que l'export qui compte, et que l'export, en fait, on l'a en baissant les normes. Alors qu'en fait, il n'y a pas que l'export qui compte. Il y a des questions de souveraineté alimentaire, il y a des questions de qualité d'aliments. Il y a plein de questions qui sont annexes à ça. Et je pensais que moi, pendant le Covid, on avait redécouvert ça un petit peu, avec le fait qu'il fallait avoir une base industrielle pour produire des choses dont nous avons besoin et pas être dépendant tout le temps de l'extérieur. Mais finalement, on n'a pas vraiment compris. Et donc, la seule solution qui est proposée aujourd'hui pour réduire notre déficit commercial, s'il faut le réduire, c'est la compression des salaires, la baisse de la consommation, pour que les importations diminuent et qu'on se retrouve en excédent. Je ne suis pas sûr que les Français soient contents que l'on baisse à un moment leur consommation. Enfin, si on baisse la consommation, il faut que ce soit choisi. Il ne faut pas que ce soit imposé. Parce que là, après, c'est de l'austérité, clairement. Austérité salariale. Oui, il y a une grosse dimension sociale derrière les mécanismes que tu décris. C'est pour ça que je disais au début, ça peut paraître barbant, mais en fait, c'est vraiment très important parce que c'est les emplois des gens, leur salaire. Enfin, on a tous vu les usines fermées, les gens partir au chômage, etc. Les agriculteurs, là, les paysans complètement galérés dès qu'ils sont maraîchers ou éleveurs. Donc, c'est évidemment très lié à une question sociale. Et dans ces débats-là, quand c'était la question agricole qui était vachement à l'antenne ou dans les débats de désindustrialisation, etc., dès qu'on parle protectionnisme, plein d'alarmes s'allument. Mais en fait, les gens confondent protectionnisme, ralentissement de l'ultra-libéralisation et l'investissement national à repli sur soi, on va tout fermer, ça y est, fascisme, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Où est la différence et à quel moment on se dit non, on peut se protéger et en même temps ne pas tomber dans un truc de repli sur soi? En fait, le protectionnisme, c'est dingue parce que encore quelques années, c'était un gros mot. Et même la critique du libre-échange était malvenue.
Or aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire « Ah oui, nous avons surévalué les bénéfices du libre-échange et de la mondialisation ». Et puis tout le monde se dit qu'il faudrait peut-être parfois protéger un peu ces entreprises parce que c'est ce que font nos concurrents. Et puis c'est ce que nous avons fait nous avant, par ailleurs, et c'est ce qu'ont fait les États-Unis pour se développer. Et c'est ce qu'il faudrait que fassent les pays pauvres pour se développer. Les pays africains, dont on parle beaucoup ici, devraient se protéger sur certaines industries pour ne pas être mis en concurrence. Parce que s'il n'y a pas de protection, il n'y aura jamais d'industrie. Parce que nous, on leur offre des biens moins chers. Donc, ils vont acheter nos biens. Mais s'ils achètent nos biens, ils ne développent pas leur industrie, ils ne développent pas d'emplois sur place. Donc, l'important, c'est de se protéger. Et nous avons un certain nombre de secteurs où il faut considérer que ces secteurs n'appartiennent pas complètement au monde de la finance et au monde du marché. Les médicaments, tous ceux qui sont liés à la transition énergétique. Si on veut mettre des éoliennes ou des panneaux solaires, il ne faut pas qu'ils soient fabriqués ailleurs. Si on veut un peu plus de voitures électriques, il ne faut pas qu'ils soient fabriqués ailleurs. Si on veut du rail, des roues pour nos trains, dont une entreprise qui va fermer alors qu'elle détient le record, c'est elle qui a fait les roues sur le TGV qui a eu le record de vitesse en 2007, il ne faut pas fermer cette entreprise. Donc là, l'alimentation, c'est pareil. Si on veut avoir une souveraineté sur un certain nombre de biens et si on veut avoir une alimentation de qualité, il faut la protéger parce qu'on ne peut pas avoir une alimentation, on peut pas demander aux agriculteurs d'avoir une alimentation de qualité avec un certain nombre de normes supplémentaires si demain vous pouvez importer de pays émergents des aliments avec des normes qui sont interdites chez nous. C'est pas possible ça. Donc à partir du moment où tu demandes des normes supplémentaires pour monter en qualité, tu es obligé de protéger l'agriculture de la concurrence internationale parce que sinon ça les met dans une situation qui est complètement asymétrique. C'est vrai que le mot protectionnisme a était un gros mot, comme tu disais, parce qu'il a été réutilisé, instrumentalisé par l'extrême droite. Sauf que nous, on parle bien ici de protectionnisme économique. On ne parle pas de fermer les frontières, on ne parle pas de circulation des personnes, bien entendu. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu répondrais, notamment aux libéraux qui disent à la gauche, oui, de toute façon, vous avez le même programme que l'extrême droite. Sur le protectionnisme, je fais une petite parenthèse. En fait, il a été repris très habilement et subtilement des théories même sur les industries par l'extrême droite parce qu'il a été abandonné par une partie de la gauche pendant longtemps, et notamment la gauche de gouvernement, qui ne voulait plus en entendre parler. Et donc là, l'extrême droite a sauté dessus et s'est dit, tiens, je vais récupérer ces mots-là qui parlent aux ouvriers, parce que les ouvriers, c'était leur industrie qui fermait. Et donc, quand ils demandaient de la protection, dès qu'une industrie fermait, ils mettaient en avant les avantages de cette industrie, et ils demandaient de la protection. C'est ce qu'ils demandaient. Le PS leur disant que non, on ne peut pas le faire, c'est l'extrême droite qui a repris très habilement cette problématique, qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de protectionnisme, on est obligé de se différencier de l'extrême droite. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. Cela fait déjà plus de 3 mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'infos indépendante et engagée en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 € par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous les vidéos YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.